On va se pencher sur une idée vraiment vertigineuse. Et si chaque choix qu'on a fait dans notre vie, eh bien, s'il n'était pas vraiment le nôtre? C'est une pensée assez radicale qui nous vient des enseignements de Sri Aurobindo et de la mer et qui vient bousculer une de nos croyances les plus fondamentales, celle du libre arbitre. Voilà, ça c'est une affirmation qui frappe fort, on est d'accord. L'idée que notre liberté de choix, cette chose qu'on chérit plus que tout, ne serait en fait qu'une illusion fondamentale. C'est de là que tout part. Alors voilà la grande question qui va nous guider. Si nos choix ne viennent pas de nous, d'un moi qui serait indépendant, alors d'où est-ce qu'ils viennent? Nos décisions, nos désirs, nos impulsions, tout ça? Allez, on plonge dans le premier élément de réponse. Bon, pour commencer à y répondre, il faut d'abord en quelque sorte déconstruire l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. C'est la base. Si on n'est pas les auteurs de nos pensées, alors qu'est-ce qu'on est, au juste? Et là, l'idée de départ, elle est vraiment radicale. Nos pensées, nos sentiments, nos réactions, rien de tout ça ne naîtrait vraiment en nous. On ne les créerait pas. On serait plutôt comme des sortes de récepteurs, vous voyez? Des antennes qui captent ce qui passe. Alors, s'ils ne viennent pas de nous, d'où viennent-ils? Eh bien, d'un tas de choses. De notre héritage génétique, bien sûr, de notre éducation, de l'environnement où on a grandi, de toutes les impressions qu'on a accumulées depuis notre naissance. Mais aussi, et c'est là que ça devient vraiment troublant, des pensées et des émotions des autres. Celles qui circulent tout autour de nous, un peu comme des ondes invisibles. Pour que ce soit plus clair, il y a une super analogie. Imaginez qu'on est comme des gramophones. C'est simple. On enregistre des disques, on joue des mélodies, mais ce n'est pas nous qui les avons composés. Le soi, notre moi, ce ne serait donc pas le compositeur de la musique, mais l'instrument qui la joue. On reçoit des vibrations de l'extérieur, on les combine d'une manière qui nous est propre, bien sûr, et on les exprime. Mais on n'en est jamais la source, jamais l'origine. Ok, alors, maintenant qu'on a un peu cassé ce modèle de l'individu tout seul dans son coin, qu'est-ce qu'il reste? Si on n'est pas des îles indépendantes, qu'est-ce qu'on est alors? Et on arrive au cœur du sujet. L'illusion fondamentale, ce serait la séparation elle-même, l'idée qu'on est séparés les uns des autres. En réalité, il n'y aurait qu'une seule substance, une seule force, une seule conscience, une seule volonté, un grand tout universel qui bouge et s'exprime à travers absolument tout, de mille et une manières. Nos petites personnalités dans tout ça, juste des canaux, des instruments pour ce grand courant. Prenons un exemple concret, le désir. Et d'ailleurs, ce n'est pas une idée si nouvelle que ça. Le Bouddha, par exemple, enseignait déjà que nos désirs ne sont pas des événements privés, personnels. Ce sont des vibrations qui circulent dans un grand champ de conscience partagé et qui passent de l'un à l'autre. On peut presque visualiser le parcours d'un désir, c'est fascinant. Une vibration est émise quelque part. Elle voyage, elle traverse l'univers, passe d'une personne à une autre, se mélange avec d'autres énergies en chemin, et à la fin, elle finit par revenir à son point de départ, souvent complètement transformée. C'est une image assez puissante de notre interconnexion, non? Bon, tout ça peut paraître un peu abstrait, un peu philosophique, mais en fait, on peut en voir des exemples très concrets dans notre vie de tous les jours. Est-ce que ça n'est jamais arrivé, par exemple, de ressentir une émotion et de se dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la mienne ». Alors, accrochez-vous bien, selon ces enseignements, 90% de nos désirs et de nos impulsions viendraient de l'extérieur. 90%! Ça veut dire que 9 fois sur 10, ce qui nous pousse à faire quelque chose, c'est une influence qu'on a absorbée de notre entourage, le plus souvent, sans même s'en apercevoir. Voilà 2 exemples très parlants. Imaginez, on est à l'enterrement d'une vague connaissance, quelqu'un qu'on connaissait à peine. Et d'un coup, on est submergé par un chagrin immense, une tristesse qui nous dépasse, qui ne semble pas être la nôtre. Ou un autre cas, on est tranquillement chez soi, tout est calme, et paf, une vague de colère intense nous submerge sans aucune raison. Eh bien ça, ce seraient les vibrations de l'ambiance générale qu'on est en train de capter. Et cette connexion, elle n'est pas juste psychologique, pas juste dans la tête, elle serait aussi physique. Nos corps, en permanence, émettraient des sortes de radiations, un champ d'énergie subtil qui se mélange et interagit constamment avec celui des autres. C'est un peu comme cette sensation que tout le monde a déjà eue, de sentir quelqu'un s'approcher dans son dos, même sans faire de bruit. On ne voit rien, on n'entend rien, mais on sent la présence. Eh bien ça, ce serait la perception directe de ce champ physique partagé. Ça montre bien que nos frontières corporelles sont beaucoup plus poreuses, beaucoup plus interconnectées qu'on ne l'imagine. D'accord, mais alors, quelles sont les conséquences de tout ça? De vivre dans cette illusion qu'on est en moi séparé aux commandes de tout. Concrètement, ça nous met nous. Eh bien, ça nous coince. Ça nous piège sur ce que la philosophie indienne appelle la roue de Maya, le grand voile de l'illusion.
C'est un cycle sans fin où on est constamment ballotté d'un extrême à l'autre. Le plaisir et la douleur, le succès et l'échec, la chance et la malchance. Tout ça parce qu'on s'identifie à ces vagues qui nous traversent. On croit dur comme fer qu'elles sont nous. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que l'idéal de vie pour la plupart des gens, c'est justement une vie bien installée sur cette roue. Une existence confortable, une routine prévisible, pas de soucis avec la famille, une petite vieillesse tranquille et en bonne santé. C'est un idéal qui est complètement façonné par notre culture et qui, paradoxalement, nous condamne à tourner en rond sans jamais en sortir. Cette citation le dit très bien. Et ainsi l'on tourne en cercle. Peu importe que la vie soit dure ou agréable, que ce soit un cercle de fer ou un cercle d'or. Le mouvement, lui, reste le même. Circulaire, répétitif. Et ça se transmet de génération en génération, les enfants tournent à leur tour dans le même cercle. Et là, on touche vraiment au cœur du problème, le problème de notre perception. Notre cerveau, notre mental, fonctionne de manière linéaire, une pensée à la fois, un mot après l'autre. Mais la vérité, la réalité avec un grand R, elle ne serait pas du tout linéaire. Elle serait sphérique, totale. Elle percevrait tout, absolument tout, simultanément en un seul instant. Ce qui nous laisse avec une question finale, et elle est assez vertigineuse. Si notre seul outil pour comprendre le monde, notre mental, est construit pour penser un mot à la fois, de façon linéaire, alors comment est-ce qu'on pourrait un jour percevoir une vérité qui est totale, sphérique, qui est tout en même temps? C'est une question qui, je crois, n'appelle pas vraiment de réponse facile, mais qui ouvre la porte à une sacrée réflexion.